Et bonjour à vous, arpenteurs de la zone. Reprenons là où nous en étions restés sur la lecture et découverte des règles pour Stalker, le jeu de plateau. Là où nous en sommes restés, c'est que nous allons faire le deuxième round du tutoriel. Round qui va comporter 2 tours pour nous, un tour pour les ennemis, et puis quelques autres bricoles à faire. On va découvrir ça. Alors là où j'ai avancé, c'est que j'ai nettoyé, comme je l'avais évoqué, la zone de jeu, la zone, encore une fois, puisque au fur et à mesure qu'on a vu le tutoriel, il y avait pas mal d'éléments du jeu de plateau qui n'étaient pas utilisés directement pendant la phase de gameplay. Donc c'est plutôt bien parce que ça épure effectivement l'ensemble. Alors on garde quand même tout ce qui est porte-carte, les pions. J'ai mis dans 2 sacs différents, 2 bourses différentes. Les pions, alors, qui sont surtout pour le butin que l'on va choper dans les... Ouais, c'est ça, dans les anomalies. Donc on a du butin ici, et puis ça, alors, ce sont les pions, je ne sais plus comment ils s'appellent, les personnages mystères, quelque chose comme ça. Allez, on va réutiliser les bons termes, pions inconnus. Mais les pions inconnus, visiblement, ne vont être utilisés et piochés que pour la préparation. À moins que peut-être dans les événements aléatoires, on nous dise piocher un pion inconnu. Bon, je vais la mettre de côté, elle, pour l'instant. Bon, elle aussi, on va pas en avoir de nouveaux besoins. Alors, remarquez, dans le raisonnement, c'est peut-être pareil, les pions butins, quand on va venir placer les anomalies pour préparer le jeu, on va peut-être les mettre qu'une fois. Et pourquoi on avait un pion Non, je confonds. Ça, c'est lié aux artefacts. Les pions butins, c'est ça. Et c'est quand on avait éliminé un des gardes. Ah oui, donc on va les piocher plus souvent. Ok. Alors j'ai une bourse marron clair. Il faudra peut-être que je distingue l'une de l'autre. On verra. Bon bah après, il n'y a pas grand-chose d'autre qui a bougé. J'ai vu que sur ces trucs-muches-là, ces trucs-muches-là qui s'appellent des altérations d'anomalies, vous savez, c'est en plastique. Il y a un film dessus que l'on peut enlever et quand vous enlevez le film plastique, ça les rend moins ternes. C'est beaucoup plus éclatant. Formidable. C'est symbolique, moi j'ai tendance à les laisser tant que ça ne me gêne pas. On verra par la suite. Ok, on va enchaîner direct. Avec, comme on nous le précise ici, deuxième round et on commence par notre phase d'événement. Piocher une carte événement, en l'occurrence arme enrayée. Oui, parce que à la fin du dernier tour, du dernier round, on nous a fait placer une carte événement aléatoire qui s'appelle arme enrayée. Sinon, dans le jeu normal, ce sera systématiquement que de l'aléatoire. Donc, cet événement est pourvu d'un effet immédiat qui se déclenche dès que la carte est piochée. Cet endroit est maudit. Votre arme vous lâche. Peut-être est-ce à cause de l'anomalie dans laquelle vous vous trouvez. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas gâcher une action juste pour sauver quelques cartouches. Il vaut mieux ramasser un peu de butin et nous replier au plus vite. Alors, arme enrayée, la poisse. Soit vous éjectez le chargeur pour désenrayer l'arme, soit vous la réparez en douceur. Immédiat, stalker de tête. Alors c'est moi qui suis le stalker de tête. Défaussez toutes les munitions, donc marqueur rouge de votre arme équipée. Vous pouvez défausser un jeton. Ce jeton-là qu'on a récupéré au début du round. Et c'est notre jeton concentration. Ou décaler votre pion tour d'un cran vers le bas, comme si vous effectuiez une action pour ignorer cet effet. Ah d'accord, ou bien on perd toutes nos cartouches, ou alors on n'est plus concentré, on perd
une action, mais ça nous permet de conserver toutes nos cartouches. Ah ouais. Alors en solo, ça peut être chaud. Ça peut être chaud en fonction de la configuration sur le terrain. Ok. Alors oui, j'ai replacé correctement les petits bonhommes hein, qui se baladent là. Ah, bon, et puis en fin de round, on va avoir un effet de fin de round. Alors qu'est-ce qu'ils veulent nous faire faire là? Défaussez donc toutes les munitions de votre arme. Oh, chiotte. Et passons aux actions. On perd toutes nos munitions. Et on fait comment pour faire pampan? Alors là, pour le coup, on va être en infiltration pure de dur. Laissez la carte événement face visible au sommet du paquet car elle comporte également un effet de fin de round. Ok. Notre premier tour. Maintenant que votre pion attention est sur la face jaune, il va vous suivre lors de vos déplacements et il est possible que les ennemis vous repèrent. Ne tentons pas le diable et efforçons-nous de contrôler la situation. Nous pouvons attirer un ennemi hors du bâtiment. Ouais. Et essayer de récupérer son butin. Pour ce type de situation, il existe une action de base appelée leurre. Ok, on a une portée 3, c'est bien une action classique. Vous ne pouvez pas effectuer cette action si votre jeton attention est sur la face rouge. Ok, et se trouve sur le plan. On défausse un boulon, on place notre attention sur jaune dans la case choisie, donc à une distance de 3. Hein. Piochez une carte activation des ennemis. Une carte activation des ennemis, d'accord. Ah ouais, carte activation des ennemis, ou bien rouge ou bien jaune. Et résolvez-la. Mais n'activez que les ennemis situés dans la ou les cases choisies ou adjacentes à celle-ci. Ensuite, si l'un de ces ennemis dispose d'une ligne de vue vers un pion attention, ce dernier est déplacé de une case vers son propriétaire. D'accord, ça va nous rapprocher de nous. Bon, beaucoup de lignes pour un leurre. On va voir dans le détail comment ça se présente. Donc, il existe l'action appelée leurre. Let's go. Toi, tu étais comme ça. Action de déplacement. Vous devez d'abord vous rapprocher, déplacer votre pion tour d'un cran vers le bas. Ça, va falloir y penser à chaque fois. Placez ensuite votre jeton. Alors, notre cas... Ah, on était là, il me semble. Hein. Où on avait bougé, je sais plus. On va voir ça. Déplacez-vous d'une case vers la droite, puis d'une case vers le bas. Ouais, c'est ça. Une case vers la droite, une case vers le bas. Placez ensuite votre jeton dans la case. En mouvement normal, on a vu que on posait le pion attention en jaune. Comme vous traversez l'anomalie, ah ouais, de là à là, bah, typiquement c'est le genre de choses que je serais à même d'oublier. Il faut lancer le dé. Admettons que vous obteniez le symbole mauve. Très bien, rien ne se passe puisque on traverse un vert. Ok, ça c'était notre première action. Maintenant on va faire le leurre. Pas la leurre d'action, le leurre de notre action. Vous remplissez les conditions pour effectuer cette action. Décalez votre pion tour d'un cran vers le bas. Défaussez un boulon de vos poches et placez-le. Alors, placez le jeton attention à 2 cases vers la gauche. Donc, on lance le boulon. Ah ouais, d'accord. Et puis, ça fait du bruit. Alors, ça, on le défausse. On ne le place pas.
Une fois de plus, vous devriez piocher une carte au hasard, mais dans le cas présent, prenez la carte nervosité dans le paquet activation des ennemis jaunes. Résolvez-en la deuxième partie car le plan contient un pion attention. Nervosité. Alors là, par rapport au bâtiment, on a une fenêtre ici et une porte là. Donc c'est leur moyen de ligne de vue et déplacement, hein. Il me semble que même les ennemis peuvent passer par les fenêtres. On veut de la nervosité. Bah alors les gars. Alors les petits gars, qu'est-ce qu'il y a? Si le plan ne contient pas un pion attention, ah oui d'accord, on va fonctionner par élimination. Si le plan contient un pion attention jaune, alors, paquet d'ennemis plus 1, les plus proches d'un pion attention se déplacent d'un maximum de une case, enfin de leur case de déplacement vers le pion attention le plus proche. Ouais, bon. Ce qui est bien, c'est que dans le tuto, c'est détaillé à chaque fois. D'ailleurs, ça me fait penser que ça mérite que le tutoriel serve aussi de base pour le mémo parfois. Pour aller reprendre des éléments qui sont vraiment bien décrits par rapport à des tournures de phrases qu'on peut avoir dans les bouquins de règles et qui sont un petit peu plus alambiquées. Ok, donc, qu'est-ce que tu nous fais, mon garçon? On pioche nervosité. Le bandit dans le bâtiment se trouve dans une case adjacente à celle choisie pour le leur, car il lui est possible de passer par la fenêtre. Yes. Il se déplace dans la case du pion en s'orientant vers le haut du plan. C'était où? C'était ici. Ouais, là, ça nous a repris le descriptif de l'action l'heure. Et là, on applique la deuxième entrée de nervosité. Donc, lui, il passe par la fenêtre et il regarde par là. Et voilà, c'est ce que j'évoquais donc typiquement. Le fait de ne pas avoir les figurines des ennemis. Quand on est comme ça en jeu, on a d'autres silhouettes. Et ben, avec l'habitude, on va se dire, ah ouais, il a le fusil vers le bas, donc c'est un bandit fusil de chasse. Si on est comme ça, ah ouais, on a l'arme vers le haut, donc c'est le bandit fusil de guerre. Dos noir, c'est pas fun. Je maintiens que ça n'est pas fun. Bon, c'est très jouable, hein. Faut pas abuser. Mais j'aime bien abuser dans ce cas-là. Ok, donc on est bon. Alors lui, c'est le premier à se déplacer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est celui qui était directement adjacent, hein. Ok. Vous n'êtes pas dans la ligne de vue de cet ennemi, l'étape suivante ne s'applique donc pas. L'étape suivante ne s'applique donc pas. Ouais, ah ouais, c'est-à-dire que... Ah oui, augmentez votre irradiation si vous étiez dans une case chemin, non, c'est pas ça. Chaque ennemi avec une ligne de vue sur un stalker l'attaque. C'était ça, Albins. Mais comme lorsqu'il fait face à une direction, il ne voit qu'à une case gauche, une case gauche, une case droite, on est suffisamment éloigné. Baisse ton arme, t'as plus de chargeur, couillon. Ensuite, en clôture de votre action de l'heure, et parce que le bandit dispose d'une ligne de vue vers le jeton attention jaune, déplacez ce dernier de une case vers vous. Oh la vache. Pourquoi? En clôture de votre action de l'heure. Alors, que les ennemis situés dans le ou les cases choisies ou adjacentes. Ah oui, il y a effectivement que lui qui se déplace. Parce que directement adjacente via la fenêtre. Ensuite,
Si l'un de ses ennemis dispose d'une ligne de vue vers un pion, attention, ce dernier est déplacé d'une case vers son propriétaire. Stock. D'accord. Il n'est pas trop couillon le gars alors. Donc c'est ça, en clôture de votre action de l'heure. Défausser la carte activation des ennemis parce que il a agi. Faufilons-nous jusqu'à ce bandit. Vous allez avoir recours à l'action poignard. Quoi? Oh la vache! J'ai dû la lire hier quand on a démarré. Poignard. Ouais. C'est une attaque. Choisissez une partie du corps, lancez 3 dés verts. Si cette attaque tue l'ennemi ciblé, réduisez votre attention. Et alors, avec Mammon, il ne faut pas oublier, oui, c'est marqué là. Quand vous attaquez ou défendez, il aura un dé jaune de plus pour son attaque. Je pense que même avec poignard, ça va fonctionner. Donc, on va avoir recours à poignard parce que nous n'avons plus de munitions. Poignard est une action de base que vous trouverez sur la carte de référence, mais pour l'effectuer, vous devez vous trouver dans la même case que votre adversaire, portée 0. Nous avons donc encore besoin de 2 actions pour nous rapprocher de l'ennemi et le poignarder. Il se trouve que dans votre sac à dos, vous avez l'objet idéal pour cela. Pourquoi 2 actions? Ah oui, une action de déplacement, une action d'attaque. Utilisez la boisson énergétique. C'est vrai que je ne les ai pas lus hier, je crois. Alors, c'est un symbole d'action qui n'a pas la flèche, donc c'est une action gratuite. On peut boire, on reçoit un jeton concentration. Effectuez votre prochaine action normale en tant qu'action gratuite. Ah cool, défaussez cette carte. Un petit éternuement, très discret. Ok. Donc, buvez la boisson. On bénéficie d'une montée d'adrénaline. Déplacez votre stalker sans décaler votre pion vers le bas, puisque on a une action de déplacement gratuite. 1, 2. On gagne un pion concentration. Alors, on en avait déjà un. On est autorisé à aller en chercher un peu plus. Ah, alors dans ce cas-là, ce n'est pas seulement un jeton concentration par joueur, mais on va pouvoir se les partager. Par contre, si on joue à 4, on va être limité au stock. On défausse la carte boisson. Vous pouvez à présent effectuer une action de déplacement gratuitement. Avancez jusque dans la case du bandit, retournez votre pion, attention sur la face rouge, car vous êtes directement face au bandit qui vous voit désormais. Oh, il nous voit. Alors ça dépend. Ah, il y a... Pause. Pause. Il y a ambiguïté là. On est discret, on se déplace. Pour moi, on arrivait derrière lui, quoi. Pour utiliser le poignard, schlock, comme un vil filou. Mais non, là, il nous voit. Ah bah oui, de toute façon, faut s'en tenir aux lignes de vue orthogonales. Ah, alors, c'est bien dommage parce que là, on a un 0 dans le dos, mais c'est une case. C'est pas un 0 en étant sur la même case. Ils n'ont pas poussé l'action du poignard au point d'être totalement furtif. Ok. Donc oui, hein, le jeton attention est bien sur rouge. Notez que cette case et celle que vous venez de traverser sont dotées d'une valeur de radiation. Oh purée, oui, ça complètement oublié. Chaque action effectuée dans une case de ce type, ah ouais, a pour effet d'augmenter votre irradiation. Un effet qu'il vaut mieux limiter au maximum. Ah.
Par contre, on augmente en fonction du taux d'irradiation le plus élevé des cases où nous étions. Vous devriez normalement augmenter de 4, mais fort heureusement, le déplacement octroyé par la boisson était une action gratuite. Vous n'êtes donc pas affecté par les radiations. Ouais, alors là c'est un peu chelou quand même parce que on les traverse, hein, que ce soit gratuit ou pas. Bon, alors ça va nous arranger certes, mais ouais, bon, ok. Je prends puisque c'est à mon avantage. Alors là, je vais pas chialer, hein. Ouais. Était une action gratuite. Bon, ça doit être spécifié dans les règles, hein, en détail, que les actions gratuites ne sont pas soumises au taux de radiation. Ok. Et maintenant, on en vient à faire notre action de poignard, qui devrait être notre dernière action ce tour-ci. C'est bien ça. Pardon. On est là. On va l'utiliser. Décalez votre pion tour d'un cran. Oui, choisissez une partie du corps. Frappons au torse. De toute façon, on est d'accord, ils n'ont qu'un seul point de vie, tous. Vous devriez lancer 3 dés verts. Alors, 3 dés verts, parce que ça, on a vu que c'était l'action poignard, ouais. 1, 2, 3, c'est la base. Comme précédemment, nous allons décider des résultats, ouais. En le comparant à la carte ennemie, nous pouvons constater que le résultat n'est même pas suffisant pour infliger une blessure légère. Cependant, vous disposez d'un pion concentration. Alors, on considère que notre résultat, c'est de la bouse. 2 touches et rien. On a dit que c'était... Ah oui, fusil vers le bas, c'est vrai. Pour le toucher au torse, minimum... Ah ouais, non, il aurait fallu aller chercher 9 ou alors 4 pour une blessure légère. Et mais pourquoi ils ne disent pas qu'on utilise notre dé jaune, là? Quand vous attaquez ou défendez? Bizarre, ça. Alors, c'est peut-être... Ah, alors... Est-ce que on a un symbole de tir? Non. On n'a pas de symbole de tir spécifique ou de consommation de munitions. Encore une fois, ce sera peut-être vraiment ultra spécifié dans la règle. Bon, ok. Donc là, on n'a pas suffisamment. On a un pion concentration qui est octroyé par la boisson énergétique. On le défausse. Alors l'autre, je l'avais remis sur le plateau à la fin du dernier round. Je ne sais plus s'il fallait le faire ou pas. Bon, peu importe, on défausse notre pion concentration. On bénéficie d'une relance. Nous obtenons désormais un total de 6 symboles. Alors, eux, ils relanceraient ces deux-là. Un total de 6 symboles étoiles, infligeant ainsi une blessure grave au bandit. 6 symboles. Blessure grave, yes. Shtouk. Et on a dit... Ah ouais, je sais plus ce que c'est le terme pour la face blanche. On reviendra dessus. Alors, infligeant une blessure grave, lors d'une partie normale, nous devrions une fois de plus piocher une carte au hasard, mais nous allons plutôt choisir la carte visible dans l'exemple à résoudre. Blessure grave, cet ennemi reçoit un pion dégâts, ça doit être ça, non? Non, 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 vulnérable, pardon. C'est un fameux pion vulnérable comme ceci. Et un pion neutralisé. C'est cadeau, ça fait plaisir.
Nous n'avons pas réussi à l'éliminer, néanmoins, il est bien amoché. Statut détaillé sur la carte référence. Ok. Effectuer cette action a pour effet d'augmenter votre irradiation. Oh la vache! Tournez la roue de valeur 4. Nom de Zeus. Alors, on était déjà à 5. On passe en orange. Oh. Ho, ho, ho. Ok. Ce qui nous amène à la fin du tour. Vous devez vérifier si vous êtes dans la ligne de vue d'un adversaire. Bah, carrément. De toute évidence, c'est le cas. Il devrait normalement vous attaquer et infliger 9 dégâts. Alors, pourquoi tu veux nous infliger 9 dégâts? Il a un fusil de chasse. Ah ouais, 9 dégâts. À une portée de 3. Mais comme il est neutralisé, il défausse son pion au lieu d'agir, comme indiqué sur la carte de référence. Statut neutralisation. Ah, pardon, c'est le jaune. Neutralisation jaunasse. Pour les ennemis, quand ils sont affectés, pas d'activation quand on résout leur carte d'activation, justement. Il défausse le jeton à la place. Comment on t'a surpris, mon gars? Ok. Eh ben, c'est pas mal, ça. Ah la vache, plus que la dernière page, là. Waouh! Face des joueurs, deuxième tour. Le temps presse, le bandit ne va pas manquer d'appeler ses comparses à la rescousse. Et le coin est vraiment trop irradié. Vous avez l'artefact. Quant au butin que vous convoitiez, il devra attendre. Il est temps de mettre les voiles. Ah ouais, ok, 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 on s'arrache là. Alors, on s'arrache pour le scénario, c'est ici, hein. Fichez le camp, ça coûte une action. Retirez votre stalker du plan. Lorsqu'il n'y a plus aucun stalker, la mission se termine. La sortie se trouve dans la case de départ de ce scénario d'initiation. Notez que sortir nécessite de dépenser une action. Vous êtes à 4 cases de votre objectif, oui. Ce qui signifie que vous allez devoir effectuer 2 actions de déplacement, puis une autre pour sortir, soit tout votre tour. Vous n'avez donc pas le temps de l'embiner. Déplacement. Décalez votre second pion, un cran. 2 cases vers la droite, une case vers le bas. Oui, il faut se rappeler que l'on se déplace maximum de 3 cases. Ah bah c'est large. C'est large, c'est large. Alors ça veut dire que celui-là, qu'est-ce qu'il ferait? Ah bordel, en quittant la case irradiée, vous devez une nouvelle fois augmenter votre taux de 4. Et oui, c'est toujours la valeur la plus forte. Eh mais ça nous emmène où là? Ah, j'ai pas compté, j'étais à 9. 1, 2, 3, 4. Bon. Alors les valeurs de dés, on verra ça dans la règle, hein. L'ennemi duquel vous partagiez la case, il y a un instant, se tourne vers la droite de manière à vous voir fuir. Ça, je vais oublier. C'est une mécanique qu'il faut vraiment prendre en compte. Ah, alors, oubliez probablement au début, voire... Alors, non, l'inverse. Au début, on y pense. Ça fait partie du jeu. Puis après, quand on a joué 45 minutes, 1 heure et demie, c'est le genre de choses qu'on peut zapper. Il va falloir faire gaffe. Vous déplacez le pion attention rouge, mettez-le dans votre case, car il s'agit de la première case hors de la ligne de vue de l'ennemi. Bon, ça, la règle du placement de l'attention, il faudra bien, bien la détailler. Ok. Admettons, il nous regarde nous barrer. Mayday, Mayday. Donc ça, première action de déplacement. Décaler une nouvelle fois. Entrez dans la case de sortie. Vous entrez dans la ligne de vue d'un autre bandit.
On place le pion, attention, sur notre case. Heureusement que nous partons, car nous avons un peu trop alerté les ennemis ce tour-ci. Et puis, action de la carte environnement, fichez le camp. Résolvez l'action, ne cherchez pas la carte événement de mission, car vous gâcheriez le plaisir de la découverte de la première mission. Ah oui, c'est vrai. Trouvez et résolvez la carte événement 8, sauvetage réussi. Ok. Félicitations, vous avez terminé le scénario d'initiation. Vous vous en êtes sorti, ce qui n'est pas toujours le cas dans la zone. Archivez maintenant les éléments de jeu en les remettant dans leurs paquets et compartiments respectifs. N'oubliez pas de remettre les cartes de la mission A1 dans la boîte correspondante. Carte environnement, yes. Reste Chikibiki Stalker. Chikibiki. Qu'est-ce que ça veut dire Chikibiki? Vous connaissez, vous, cette expression-là? Je vais regarder, tiens. Que veut dire Chikibiki? Cela signifie... Quoi? Cela signifie... Mettez-lui une putain de balle dans le front. Ah ouais? Maintenant, vous savez, passer un joyeux Chikibiki et cassez-vous d'ici, Stalker. Ah bah alors ça... Ah non, pas du tout. Alors, que signifie Chikibiki? Signifie tout va bien. Cela peut être utilisé comme une menace dans un contexte agressif, mais si quelqu'un dit Chikibiki nonchalamment en se promenant comme le font les scaves, c'est qu'il veut dire ah oui, tout va bien. Ok, donc là, on va être nonchalant, rester en mode passif, tout va bien, Stalker. Excellent, on a appris quelque chose. Bon, bon. Ok, donc là, on était comme ça. On était comme ça. Ce que nous ne savons pas dans ce tutoriel, c'est les effets de nos radiations, là. Ça, on le détaillera. On n'a pas vu, alors le pain, nourriture, on aurait pu le consommer pour une action gratuite. On aurait reçu un pion concentration et récupéré 2 points de vie. Plus la défaut de la carte. Ah, j'ai pas fait gaffe. Il y a des sous là qui sont marqués. Ça coûte 100. Qu'est-ce que j'en ai fait des billets? Ils sont là. Alors, ils sont décomposés en 50, 100, 500, 1000. Ah, il y a moyen. Oh, 5000, c'est vrai. Ça monte, ça monte. Il y a moyen de se faire de la tunasse alors. J'aime quand on cumule de la tunasse dans les jeux. Alors ça coûte pas grand-chose. Même si on est limité par rapport au sac à dos, on va avoir une mécanique que si on est trop plein, on défausse, on remplace. Donc il ne faut pas hésiter à consommer. Non seulement à acheter, mais aussi à consommer. Ok, bon, les petites cartes de boost là, c'est fun. Détecteur écho, pourquoi on l'avait utilisé ça? Ah oui, c'était quand on était dans l'anomalie chelou. Ça permettait d'aller choper l'objet. Ok. Ça aurait été quoi? Butin. Hein? 3 objets? Sérieux? C'est pour ça qu'on a un big paquet d'objets. On aurait pioché 3 cartes et on aurait choisi une peut-être, hein, là je suppose. Du style de la saucisse. Nourriture, action rapide, on mange. Même effet que du pain, ok. De la vodka des Cosaques. Action standard. Pour boire. Ah ouais, réduction de l'irradiation de 6, la vache.
Ça nous aurait fait défausser un jeton attention, de la boisson énergétique. Ouais, on va avoir pas mal de doublons sur ces cartes-là. Ok, encore une fois, hein, qualité des cartes au top. Très épaisse, agréable. Est-ce que je vais les sliver? Ben, je sais pas trop pour le coup, on verra. On verra ça. Bon, bah alors, fin de cette initiation, c'est cool. Comme je l'évoquais, il va falloir reprendre tout ça, relire certains petits paragraphes, histoire de. Mais en doublon du livre de règles, ça peut vraiment être impeccable. Alors, ben, il est temps maintenant d'attaquer justement plus sérieusement le livre de règles. Je vais faire de la place juste comme ça pour le poser parce que ça risque d'être embêtant si je le gigote. Je vais faire des conneries. Ok, qu'on se remette en tête les pions inconnus, les pions butins. Ouais, ah oui, les pions équipe. Les artefacts, alors ça c'est ce que nous avions dans l'anomalie, les silhouettes ennemies, ok, concentration, boulon, visibilité nulle, notre attention, ouais, les contours, ok, ça on n'a pas vu encore, les pions conteneurs, lésion critique on n'a pas vu, carcasse, ah j'ai pas retrouvé celui-là, un pion carcasse de pseudo géant, j'ai pas vérifié dans mes planches, faudra le faire, très bien, ouais, compagnon canin, les points de vie, les pions pièges. Comment ça, les pions? Deux pions pièges. Pourquoi ça ne me parle pas des pions pièges? Ah bah si, ils sont là, ok. Bon, bah je les laisse dedans, c'est peut-être propre ou bien à certains ennemis qui peuvent positionner des pièges, ou alors une de nos capacités d'un autre stalker pour aller en poser aussi. Ok, ça marche. Ça, nous l'avions lu. On va entamer la structure du livret de règles. Alors, commencer la campagne. Ce sera ici. Contient les instructions permettant de lancer une nouvelle campagne. On va avoir l'exploration de la zone dans le classeur de campagne. Ça résume les différentes étapes se déroulant lors de l'exploration de la zone. Ah oui, c'est vrai que l'exploration, c'est une phase intermédiaire, c'est pas quand on va sur le terrain. Mise en place de la mission dans le guide des missions. Ça résume la structure d'une mission du guide et montre un exemple de mise en place. Le plan de mission qui va détailler les règles concernant les éléments trouvés sur les tuiles plan ainsi que les règles de portée. Jouer une mission détaille l'ordre du round de jeu et les règles concernant le matériel. Comparatif des entités. Qu'est-ce que c'est que ce BINS? Un tableau qui résume les spécificités des diverses entités du jeu. 6. Ça s'appelle comparatif des entités. Ah ouais, comparatif des entités. Ah ben il n'y a qu'une page alors. Au nom de Dieu. Ok, la vue, l'orientation, l'attention, l'attaque et les cibles, le statut, la mort, les fenêtres. Ah ouais, les casse-combles, les anomalies. Bon, c'est bien. Photocopie de ça, photocopie de ça. Eux de ça et eux de ça. Et puis à la fin, on aura le glossaire. Ok. Pour identifier les différentes silhouettes d'anomalies des ennemis ainsi que les différents symboles du jeu. Les règles d'or. Dans un jeu aussi riche, vous pouvez parfois être confronté à des situations un peu confuses. Dans un tel cas, appliquez les règles suivantes. Les cartes sont prioritaires sur les règles. Si le texte d'une carte contredit les règles, c'est la carte qui prend le pas, comme d'hab. Ah, limite des éléments de jeu. Ça, typiquement, c'est marqué là. Je le lis maintenant.
si je ne le note pas en mémo, dès que je vais commencer à jouer, je me poserai la question sans me rappeler que c'était précisé. Tous les éléments de jeu sont limités en quantité. Si un effet vous demande d'utiliser un élément qui n'est plus dispo, cette partie de l'effet est ignorée. Si on doit perdre 7 points de vie et infliger un statut neutralisé, alors que tous les pions sont déjà utilisés, on perd les points de vie, mais on ne reçoit pas le jeton. Ok. La zone est sans pitié. Les stalkers sont des intrus et la zone réagit presque comme si elle était vivante. Lorsque vous êtes confronté à un quelconque litige, réglez-le à la défaveur des joueurs. En mode normal, en mode plus facile, réglez-le à la faveur des joueurs. Bon, la notion de campagne. Une campagne se déroule en une série de missions consécutives effectuées par un même groupe de stalkers. Chaque campagne requiert un nouveau plan de la zone sur lequel vous indiquerez votre progression, ainsi qu'une nouvelle planque, les divers groupes de stalkers ne partageant pas leur possession. Ok, c'est pour ça que sont fournis dans la boîte de base 4 plans et seulement 4 plans. Ah non, c'est bon, on a le nombre d'autocollants suffisant pour jouer 4 fois. Mais peut s'acheter, et je le ferai peut-être, des plans avec autocollants repositionnables. Ok. Alors, le nombre de stalkers. Certains effets de jeu varient en fonction du nombre de stalkers prenant part à la mission. Il est conseillé de ne prendre qu'un seul stalker par joueur. Ouais. Si vous souhaitez ajouter un nouveau stalker à une campagne en cours, il prend simplement une carte. Vous devez l'équiper avec le matériel de votre planque. Ouais, ok. Les histoires. Chaque mission du jeu fait partie d'une histoire qui fournit la trame générale et dont l'issue aura un impact sur la campagne. Chaque histoire est dotée d'une lettre indiquée dans le guide des missions et sur le plan de la zone. Vous pouvez ainsi savoir que le récit entamé dans A1 se poursuivra dans A2. Vous n'êtes cependant pas obligé de finir une histoire avant d'en commencer une autre. Ah bon? Il est vital de sauvegarder votre partie une fois toutes les missions de la boîte de base terminées. En effet, les futures histoires à venir dans les récompenses ou les extensions feront appel au statut de votre campagne. Ouais. Donc bien sauvegarder quand on joue en mode campagne. Hein. Dac. Bon, ça peut être très plaisant hein, de n'avoir que 3 histoires à jouer dans une campagne. Donc A1 et puis enfin les A et les B. Ok. Alors, pour commencer la campagne, apprenez à jouer. Les règles du jeu sont expliquées dans les chapitres suivants. Exploration de la zone résume les informations qui sont détaillées dans le classeur de campagne. Mise en place de la mission résume la structure du guide des missions et indique comment procéder à la mise en place. Le plan de mission qui détaille le décor et jouer la mission détaille l'ordre du round et les règles concernant le matériel. Consultez l'exemple de partie. Jouez le bref scénario du feuillet exemple de partie afin de vous assurer que vous maîtrisez les bases du jeu. Et ben voilà. Dans la boîte. Dans la boîte, prenez le classeur de campagne, la planque. Ah oui, alors ce qu'ils appellent la planque, c'est l'enveloppe plastique. Et le plan de la zone.
Ces éléments serviront lors de l'axe d'exploration de la zone de jeu. Alors, on va s'attarder un peu là-dessus. Le classeur de mission, on ne sait toujours pas encore comment on va relier ces choses-là. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça, c'est bien un format A4. Ouais, ça dépasse un peu. Ouais, et là, on a une pliure. Mais si je fais la pliure, en fait, ça va faire un gros truc très bizarre. Ah, ou c'est pour pincer? C'est peut-être pour pincer comme ça, et puis on ouvre. Je suppute. Ça, c'est la planque. Bon, c'est pas trop parlant d'avoir une pochette comme ça à la planque. Bon, enfin, encore une fois, il est bien, bien costaud, bien solide, bien rigide. C'est bien. Et puis ça, bah ça va être détaillé un petit peu plus tard. Ok. Matériel quali. Par contre, par contre, le plan de la zone. Notre plan de la zone. Alors, on a des missions en rouge que l'on va aller débloquer. Sauvetage de... comment c'est déjà Darik. Guide des missions, page 3. Donc forcément, on va commencer ici. Ça, ce sera notre toute première mission. Et après, en fonction de nos avancées, on va venir... Ah ouais, là, on a B2, B3. On doit avoir A2, A3, A2, A3. Ok. Ensuite, on enchaîne avec B1, B2, B3. Visiblement, on n'a pas d'embranchement, hein. On fait une succession de missions toujours dans l'ordre. Ok. Sauf que, à différence... Ah bah oui, non, je dis une bêtise. Parce que, alors, notre planque, c'est forcément là. Planque de Pietro l'aveugle. Ok. Mais en termes d'embranchement, peut-être que ça va être lié à ça. On va pouvoir aller sur des zones vertes. Encore une fois, supputation. Bon, si c'est un découpage comme ça, c'est vachement bien. Ah, mettez les cartes de départ sous pochette. Sachant que nous n'avons qu'une seule pochette. Dans la boîte, prenez les cartes contact. Alors, mes cartes contact, c'était celle-ci. Sidorovitch. C'est un marchand. On a une face A, une face B. Ok, alors face B, on s'en fout. Contact. Ouais, contact. Mais on a des cartes recto verso. La C08. Guide. Ok. Et C99. Ah ouais, patron, compagnon. Glissez-les dans les pochettes du porte-carte du classeur de campagne. Leur position exacte dans le porte-carte importe peu. C'est marrant à dire ça. Dans le porte-carte importe peu. Alors, on a un compagnon. Ouais, mais je vais pas lire ça pour l'instant. Là, on est dans de la préparation. Ça, moi, je m'y intéresserai vraiment quand je jouerai la campagne. On a un guide en solo, ok. Alors, par recto verso, non, c'est normal. Et on a le Sidorovitch, là, c'est un gros enfoiré. Ok, très bien, j'aime. Et alors, c'était quoi ça, le patron compagnon? Le fidèle compagnon de tout stalker. Cool. Bon, bah sympa, on va démarrer avec ça. Choisissez les stalkers. Chaque joueur choisit une carte et prend sa figurine pour le représenter. Les figurines proposées sont génériques et peuvent représenter n'importe quel stalker à mon grand désespoir. Vous pouvez donc prendre celui que vous voulez.
Vous pouvez choisir vos stalkers, mais pour une première partie, les personnages suivants sont conseillés. Ah, ok. Mammon fait partie du lot, oui. On va regarder les autres. Alors là, typiquement, je prends le temps, hein. Vous n'êtes pas pressé de toute façon. C'est le meilleur moyen de prendre le temps, justement, pour se mettre les éléments du jeu en tête. Matisse refusé. Milady, cool, j'aime bien Milady. Borsuk, oh, il est vieux et édenté, lui, hein. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais peut-être que c'est une dinguerie. Et Vélette. Vélette, ah ouais, c'est Monsieur Chauve, Monsieur Chauvasse. Donc, pour une première partie, les personnages suivants sont conseillés. Ok. Un explorateur de la zone pour Borsuk. Mammon, un combattant solitaire. Ah, Milady, c'est une snipeuse discrète. Et Vélette, un tank polyvalent. Ouais. Un tank polyvalent parce qu'il a routard. Transporter 3 cartes équipement de plus dans votre sac à dos. À la vache. C'est un bourricot. Votre armure peut recevoir un accessoire supplémentaire. Pardon, c'est pas un bourricot, c'est un éléphant. Ok. Borsuk, explorateur. Connaissance des anomalies. Ah, il y a une petite faute là. Coquille, coquille. Ah, après avoir effectué l'action de base, boulon et écrou, vous pouvez placer un boulon supplémentaire issu de la réserve. Ok. Il a une affinité avec la zone en tant qu'action action normale. Déplacez-vous d'un maximum de 2 cases. Ne placez pas et n'avancez pas votre attention lors de ce déplacement. Ah oui, c'est énorme. Ça équivaut à un déplacement prudent, sauf que 2 cases. Ouais, ça remplace même un déplacement prudent. Toutes les valeurs d'irradiation sont réduites de 1 pour vous une fois par tour. Ok, ouais. Son affinité avec la zone, il ne va pas pouvoir l'utiliser 2 fois comme ça lors d'un seul et même tour. Ok. Et alors, Milady. Oh purée, 20 points de vie, 15 points de vie, 14 points de vie. Ça descend, ça dégringole même. Milady, on a dit que c'était la snipeuse discrète. Infaillible. Quand vous attaquez un ennemi sans être dans sa ligne de vue, recevez plus un succès sur ce lancer. Ouais, alors en tant que snipeuse... Ah, le tir 2 dés jaunes pour une portée de 0 à 3. Ah oui, ok. 3 dés jaunes pour une portée supérieure à 4. Ouais, donc l'intérêt pour elle, ça va être d'avoir un plateau. Bon, de toute façon, ça c'était que l'initiation, on avait que 2 tuiles. Mais d'avoir un grand plateau avec des belles lignes droites. Portée 4. Et vu qu'elle est infaillible, elle aura non pas un dé supplémentaire, mais un succès supplémentaire. Je te snipe la gueule. Ah oui, alors quand on va comboter les fameux... C'est quoi ça? Ce sont des masques. Oui, ils appelaient ça des masques. Ah, c'était sur nos cartes de tir. Alors on ne sait pas avec quelle arme elle va commencer, elle, mais imaginons tous les 3 masques infliger une blessure. Non, on a dit que c'était infligé... Ouais, vraiment, il faut que je fasse les photocopies. Hein. Tchoudoudoudoudou. C'est là. J'ai pas encore le réflexe d'aller choper ça. Une vulnérabilité. Et avec un lancer comme ça, ah non, je croyais avoir obtenu 3 masques. 1, 2, 3, 4 et un 5 succès. Ouais, mais alors 5 succès, ça aurait déclenché quoi là? Ah putain, seulement une blessure légère. Bon, plus la vulnérabilité, ça aurait peut-être pas été si déconnant que ça. Hein. Ouais, sympa. Je sais pas hein, avec qui je commencerai à m'entraîner pour ma première session de jeu sur la chaîne. Ah,
bon, on respectera un de ceux-là par contre, hein. Les stalkers sont choisis pour toute la durée de la campagne. Chaque joueur choisit ensuite une couleur et prend les éléments relatifs à celle-ci, donc son PDA. Alors quand ils évoquent la couleur du PDA, c'est parce que on avait vu ça, hein, on a une couleur ici. Et puis si vous jouez avec les socles, on prend les socles. Ok. Ouais, c'est ça, socle en plastique et puis un pion attention. Donc, insertion du socle à la figurine, ouais. On prend sa carte Stalker, ouais. Et le pion attention dans l'emplacement des poches. Ok. Recevez l'équipement de départ. 5000 pépettes. Bien. Ah, mais pas bien. Quel que soit le nombre de stalkers dans votre équipe. Et mettez-les dans votre planque. Ok. Donc, 5000. Si je dissocie ça. Que ça? Ouais, ça va, ça se défait. On a toujours envie d'en avoir plus. Plus que plus. Mais bon, je suppose qu'ils ont vraiment prévu en conséquence. Ils sont pas teuteux chez Awoken. Donc si on veut 5000, on pourrait dire je vais prendre 1000 plus 1000 ça. Ah, là, il n'y en a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, on n'en a même pas. Là, on a 800. 800, 800, 900. Allez, on se fait plaisir. Friedrich joue à la marchande. Tac. Là, je suis à 3000. Eh ben, allons-y, let's go. 3000, 4000, 5000. Ah non, de Zeus. Tout ça, tout ça en pognon. Ça se trouve, je me suis planté en comptant, hein, parce que je ne sais pas si je me suis planté ou si j'arnaque. Mais dans le principe, on fait ça. Excellent. Il s'agit de vos fonds de départ à partager entre les membres de l'équipe. Vous aurez l'occasion de les dépenser lors de l'exploration de la zone dans le classeur de campagne. Chaque stalker commence également avec une carte armure, veste de cuir. Prenez un exemplaire de cette carte pour chacun d'entre vous. Équipez-les. Non, pas du tout. Pour chaque stalker de votre équipe et mettez-les dans votre planque. Vous êtes fin prêt? Ah oui, d'accord, le démarrage est vraiment très soft. Ok. Ouvrez le classeur de campagne à la première page navigation dans la zone. Suivez les instructions avant de commencer votre campagne. Pour notre lecture, je vais quand même choisir tout de suite un petit bonhomme. Alors là, on ne nous a pas dit de prendre le détecteur écho pour l'instant. C'est un accessoire, ça vient là. Ça, c'était une anomalie. Où est-ce qu'elles sont les anomalies? Ici. Le Viper, une arme. On ne l'a pas pour l'instant. De même que pas plus. Ah oui, ça va dans les objets. Ça va nous servir à l'achat. Tiens, toi, pendant que je t'ai... Il va falloir que je fasse gaffe, hein, que ça aille dans les bons trucs. Ça, on garde. Ça, on n'en a pas deux. Les boulons, je suis pas sûr qu'on en ait au départ. Bah non, on ne nous en a pas fait prendre. L'artefact, ça vire. Ah, point de vie. Ah ouais, alors là, on a le bourricot, là. Non, le bourricot, il est là. Pourquoi pas le bourricot? Borsuc. Ah, mon délit de sale gueule, hein. Si vous suivez ce que je fais sur la chaîne, j'ai toujours un délit de sale gueule. Pour le coup, c'est Borsuc. Désolé pour toi. Milady, elle est super tentante. Le problème, c'est que pour commencer à jouer, je suis pas sûr que l'aspect tir à distance soit vraiment. Ah, j'ai pas fait gaffe à la furtivité. Pour une action standard, déplacez-vous d'un maximum de 3 cases. Lors de ce déplacement, la valeur maximale de la ligne de vue des ennemis est de 1, donc dans toutes les directions, à l'exception de la dernière case de votre déplacement.
Ouais. Donc ceux qui voient devant eux à 3 ne voient plus qu'à 2. Si je me trouve à être, si je le comprends bien, toi, mon coco, tu as une valeur de visibilité devant toi de 3. Mais grâce à ma compétence qui s'appelle furtivité, je peux me retrouver 1, 2. Ouais, c'est ça. Non, je peux me retrouver là. Et c'est réduit de 1. Maximal. Ah non, maximal de 1. À l'exception de la dernière case de votre déplacement. Donc, ouais, à l'exception. Donc, si ça, c'est une exception, ça lui enlève 1. Donc, ici, je suis autorisé à y rester une fois par tour. Et c'est bel et bien réduit. Ok. Ok, ok. Bon. Bah, Vélette, là, pourquoi pas Vélette? Par rapport à sa charge. Après, Vélette, ça veut dire qu'il doit se débrouiller avec toutes les actions de base, hein. Il n'en a pas une plus qu'une autre. Mais ceci dit, c'est peut-être plus facile à jouer mécaniquement parce qu'on n'a pas à oublier d'aller lui faire faire une action spéciale. Ok. Bon, pourquoi pas Vélette? Mais alors Vélette, figurine? On aurait la figurine du fusil. Ouais, allez. Bon, pour notre lecture et découverte des règles, la suite, on va considérer que nous avons Vélette avec nous. Il se lance. Là, ça veut dire qu'on arrive à 0. 0 départ. Ok. Alors attention, rejouez la campagne. Avant de jouer votre deuxième campagne ou plus, il est nécessaire de remettre tous les éléments du jeu à 0. Vous aurez besoin d'un nouveau plan de zone. Il vous faudra réinitialiser toutes les boîtes de mission. Le contenu des boîtes est détaillé pages 4 et 5 du livret des scripts de mission. Ça, c'est parfait pour tout remettre à 0, effectivement. Exploration de la zone dans le classeur de campagne. On reprend ça. Avant chaque mission, vous effectuez une exploration de la zone en utilisant le classeur et le plan. Vous allez explorer la zone, utiliser les contacts verts obtenus au cours de la campagne et gérer votre équipement. Les instructions nécessaires à cette exploration se trouvent dans le classeur de campagne qui sera votre principal outil de cet axe du jeu. Le résumé. Navigation dans la zone. Visitez divers lieux du plan. Un de ceux-ci sera votre prochaine mission. Vous aurez accès à l'histoire d'introduction, mais la mission ne commencera pas immédiatement. Contact. Interagissez avec les contacts que vous avez rencontrés au cours de la campagne. Ils pourront vous aider lors de vos missions et vous permettront de vendre ou d'acheter de l'équipement. Partir en mission. Effectuer les étapes nécessaires pour préparer les stalkers en vue de leur mission. Vous serez redirigé vers le guide qui vous indiquera la mise en place. Ok. Et enfin, le débriefing de mission. Cette étape effectuée après la mission détaille comment ranger les éléments du jeu. 1. Navigation dans la zone. 2. Contact. 3. Partir en mission. 4. Débrief. Ah oui, ok. Donc l'exploration de la zone, en fait, ça ne comprend que 2 pages. Après, on passe à la mise en place. D'accord. Alors, ce qui est bien, pourquoi je note ce genre de choses là, il n'y a que 2 pages, c'est que c'est bien compartimenté, bien scindé d'une part, et d'autre part, ça n'est pas trop touffu.
plutôt soft. Et ça, c'est bien parce que plus on a des sections soft dans une règle, plus ça va être digeste et puis aussi plus on va avancer et éliminer des pages. Ok. Donc notre navigation. La zone est vaste et riche en possibilités. C'est vous qui déciderez des lieux que vous visitez. Au départ, vos options seront limitées, mais après chaque mission, les autocollants ajoutés au plan de la zone révéleront de nouveaux points d'intérêt. Lors de chaque exploration de la zone, vous devez vous rendre sur un lieu de mission et vous pouvez rendre visite à un nouveau contact ou explorer une planque. Alors ça fait fortement penser à Gloomhaven, hein. Pas que Gloomhaven, mais de mémoire, Gloomhaven a été l'un des premiers jeux il y a 5-6 ans à proposer le fait d'aller coller des autocollants pour des dungeon crawlers ou pour des jeux narratifs. Je dis bien un des premiers, hein. Après je connais pas tout. Ok, alors, quand on a possibilité d'aller voir des nouveaux contacts, quand on démarre la première campagne, on a l'atelier d'armure, trafiquant d'armes ou stalker aguerri. Les contacts que vous pouvez rencontrer dans la zone sont indiqués en vert. Ils font souvent du commerce ou proposent divers services. Choisissez un tel point d'intérêt vous rapporte généralement une nouvelle carte contact. Si vous le faites, lisez le script dans le livre des scripts, au dos du guide des missions. Ok. Alors par contre, là, j'ai pas souvenir d'avoir lu qu'on était limité à un certain nombre de navigation entre contact, planque, mission. Bah mission, on part en mission qu'une seule fois à la fois. Mais est-ce qu'on peut faire tous nos contacts pour préparer la mission? Il n'y a rien qui l'indique en tout cas. La planque ou les planques, hein, on pourrait déverrouiller plusieurs planques. Indiquées en bleu. Ces lieux représentent les réserves soigneusement cachées d'autres stalkers. Ah, pardon. Qui peuvent contenir du matériel rare. Choisir cette option vous rapporte généralement de l'équipement, parfois avec un coût associé. Si vous le faites, lisez le script indiqué dans le livre des scripts. D'accord, alors rien à voir avec notre planque à nous. Alors, ce que l'on ne sait pas là, est-ce qu'on démarre à la planque de l'aveugle ou est-ce que ça, c'est une toute première planque à venir en choix à aller visiter? On verra. Ah ouais, c'est sympa. Alors, ce qui peut être encore plus sympa, c'est que nous soyons limités par phase d'exploration de zone, qu'on soit limité au nombre de planques ou de contacts à aller voir, ce qui fait que en rejouabilité de campagne, on peut s'orienter ailleurs. Mhm. Alors, je vois la trophée, c'est pareil sur le plateau d'Avrenuit dans Gloomhaven. On avait des stickers à venir coller pour débloquer certaines choses et dont des trophées. Ok. Donc, ne pas confondre les planques en bleu qu'on va vraiment visiter avec notre planque à nous, symbolisée par cette pochette. Et puis, les pures missions, indiquées en rouge, qui pointent vers votre prochaine mission potentielle. Lorsque vous choisissez cette option, lisez la page indiquée du guide des missions, qui vous donnera un avant-goût de ce que vous pouvez attendre. Sélectionner une mission ne déclenche pas immédiatement celle-ci, mais si vous le faites, vous ne pouvez pas en choisir une autre. Avant le début de la mission, vous aurez la possibilité d'explorer la zone plus avant
de faire jouer vos contacts et de préparer votre matériel. Ok. Donc, je peux dire, je regarde ce qui m'attend dans le sauvetage de Darik, guide des missions, page 3. Je trouve que c'est moyen, je choisis une autre mission. Ah ouais, donc les missions A1, A2, A3, on peut les jouer dans le désordre alors. Ok. Cocher des lieux. Bien souvent, les scripts et les épilogues de missions vous indiqueront de cocher un lieu. Il suffit de barrer le lieu à l'aide d'un stylo ou d'un crayon. Ne le faites que si le jeu vous le demande. Vous ne pouvez plus accéder aux lieux cochés, ils sont considérés comme terminés et ne sont plus accessibles lors de cette campagne. On avait bien un carnet. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, mais non, le carnet, c'était dans l'histoire des personnages. Cocher un lieu. Ouais. Ça voudrait dire au stylo sur le plan physique. On barrerait, c'est un peu surprenant. Alors, ce que je faisais dans Gloomhaven, c'est que comme je pouvais laisser vraiment le plan déballer à tenir non-stop le temps de mes sessions, pâte à fixe encore une fois, mon ami, un cube rouge, pâte à fixer légèrement sur le plan, ce qui faisait que visuellement les cubes rouges, eh ben, je ne pouvais plus m'y rendre. Les cubes verts, c'était mes options de prochaine mission. Ce qui était super sympa visuellement, c'est que sur le plan de la région d'Avrenuit, il y avait plusieurs points verts et bah, ça voulait dire tout un tas d'options pour aller effectuer les différentes missions de la campagne. C'était cool. Donc là, il faudra probablement réutiliser ça. Alors là, on est en plan vraiment très très souple. Ça vaut le coup de venir le mettre sur une planche, petite planche carton, pour que ce soit plus facilement manipulable et puis que ça tienne mieux. Alors les autocollants, lorsque l'on doit ajouter un autocollant au plan de la zone, il vous suffit de le trouver sur la feuille et de le coller à l'endroit correspondant. Afin de vous aider à les trouver, chaque autocollant contient une caractéristique distincte de l'endroit auquel il correspond sur le plan. Oui, on va retrouver le dessin, le symbole. Ok, donc ça c'est exploration de la zone, navigation dans la zone, on retrouve tout ça, hein. Pion stalker de tête. Chaque joueur qui ne possède pas de carte stalker en prend une dans la planque, l'insère dans l'emplacement. Prenez le plan de la zone, choisissez un lieu mission en rouge accessible, allez à la page correspondante, ok. On nous rappelle que le fait de sélectionner une mission ne la déclenche pas. Choisissez un lieu non mission sur le plan de la zone, donc contact ou planque. Lisez son script. Allez à la page suivante pour les contacts. Et ça nous rappelle la coche des lieux. Ok, bon bah c'est bien foutu. Après, on s'intéresse à nos contacts. Donc la planche de contact, c'est ça, hein. Les cartes contacts représentent divers individus et animaux rencontrés au cours de la campagne. Lors de chaque exploration de zone, vous pouvez choisir et résoudre un maximum de 3 cartes contacts sur 9. Ok. On distingue 4 types. Les solos, ici, marchands, compagnons et les contrats. Ah, excellent, il y a des contrats. Alors plus j'avance dans le jeu, plus je m'aperçois que on n'est pas sur un jeu vraiment basique, très court, très dirigiste. Encore une fois, chez Awoken, ça nous ouvre quand même pas mal de possibilités de choix. Vous pouvez prendre
Alors, attends, hein, on va reprendre là, mais j'étais bloqué là-dessus, moi. Ta 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 ta. Alors, les solos comme le guide, là. Il propose de petits services, parfois de bonne volonté, mais le plus souvent à des prix exorbitants. Rrr. Les marchands. Ils vendent et achètent diverses pièces d'équipement, c'est grâce à eux que vous pouvez améliorer votre matériel et ainsi survivre dans la zone. Alors je ne regarde pas ce qu'ils proposent, hein, je ne veux pas me spoiler pour l'instant. Compagnon. Vous pouvez emmener un compagnon par mission. Cool. Envisagez de prendre un compagnon si vous pensez que vous allez avoir besoin de soutien lors de la prochaine mission. Bien sûr que j'aurai besoin de soutien. Ah, c'est sympa ça. Et puis les fameux contrats, vous pouvez prendre un contrat par mission. Les contrats vous donnent des objectifs supplémentaires qui vous apportent des... Alors, c'est pas des argents, ça nous rapporte des... Ce ne sont pas des bifetons non plus, des coupons. Ok, ça nous rapporte des coupons. Ah oui, 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 c'est vrai que nulle part dans le matériel, on a vu qu'on avait des missions supplémentaires, enfin un livre par exemple avec des contrats. Ce sont des objectifs de bataille, allez, pour reprendre les termes fréquemment utilisés. Voici un exemple de carte contact. Alors là, pour le coup, c'est un marchand. On a son nom, son type, son numéro de carte, son histoire et les règles propres au marchand. Selon le type de contact, il peut s'agir d'un effet à usage unique, d'offre de vente, d'achat ou d'instruction permettant de l'utiliser en mission. Ok. Alors l'utiliser en mission, par exemple, le compagnon. Carte rectale versale. Alors on a vu que celle-ci n'était pas rectale versale, mais on en a certaines, comme celle-ci. Il n'y en a pas 50. Les compagnons et contrats sont des cartes recto-verso. Ah, j'ai pas fait gaffe. Compagnon, ouais, recto-verso. Face A, recto, on trouve des instructions à résoudre lors de l'exploration de la zone. Face B, recto, pardon, et face B, c'est le verso. Détaille les règles qui s'appliquent en mission. Ah oui, d'accord. Lors de l'exploration de zone, vous avez le droit de regarder les deux faces avant de la choisir. Ah bah oui, si on peut débloquer 3 compagnons, on regarde ce qu'ils font et on choisit en conséquence. Alors, supposition, peut-être que dans la boîte de base, on aura 3 compagnons, 3 solos, 3 marchands. Alors, acheter et vendre. Avant de partir, vous aurez la possibilité de commercer avec différents contacts. Ah oui, alors on se rappelle, hein, on peut résoudre seulement 3 cartes contacts sur les 4 proposées. Donc si on va à un marchand, il est conseillé de ne pas prendre cette étape à la légère, car une bonne préparation et l'équipement adéquat peuvent faire une réelle différence lors d'une mission. Lorsque vous achetez ou vendez de l'équipement, en général en rendant visite à un marchand, vous pouvez défausser ou gagner un nombre de coupons égal à la valeur en coupons du bien échangé. En général, cette valeur apparaît sur les cartes, mais elle peut être modifiée par le marchand. Par exemple, Sidorovitch vend les objets au double de leur valeur et ne vous rachète votre matériel qu'un quart. Mais quel gros enfoiré, c'était bel et bien marqué là. Ça va, la vie est belle dans la zone? Alors, d'habitude, on arrive à revendre à la moitié du prix. Lui, c'est carrément un quart. Mais tant qu'il a le monopole, hein, ma foi. Quand vous achetez quelque chose, trouvez cet élément, donc ça peut être accessoire, armure, objet, arme,
ajoutez-le à votre planque ou équipez-le directement. Quand vous vendez quelque chose, défaussez cet élément, remettez-le dans les paquets ou réserves de pions. Ah, on peut acheter certains pions. Ah bah peut-être les boulons. Troisième étape, partir en mission. Alors, si je reprends le résumé, enfin non, la règle des contacts, on va avoir le résumé ici. Tac, 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 face A visible. Maximum 3 contacts, on est bon. Marchand, solo, contrat, compagnon. On range le plan, on va à la page suivante, partir en mission. On a un résumé pour acheter, vendre de l'équipement. Clac, 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 clac. Excellent. Vraiment excellent. Après, partir en mission. Donc ça, hop. Avant de partir en mission, il est important de se préparer. Il est vital de trouver le délicat équilibre entre, d'un côté, garder de la place pour le butin, que vous allez éventuellement trouver, et de l'autre, emporter un maximum de matériel pour parer à toute situation. Comme dit le proverbe, un stalker bien préparé, c'est un stalker vivant. Chiki-biki. Je crois que c'était ça, hein, chiki-biki. Alors, partir en mission, il s'agit du moment où les stalkers décident de concert ce qu'ils emportent. Chacun aura besoin d'une armure et d'au moins une arme. Ah ouais, quelle que soit la mission. Ne les oubliez pas. Avant chaque mission, effectuez également les étapes suivantes. On remonte ses points de vie au max. On emporte quelques boulons dans ses poches et on se concentre sur la mission. Chaque arme est chargée au max. Chaque stalker règle son irradiation sur son compteur Gégère. Oh coco, ça veut dire que on pourrait partir en mission avec un compteur Gégère déjà augmenté. C'est pas cool. C'est pas gentil. Débriefing, je suppose qu'on va le trouver derrière. Ouais, débriefing. Donc là, on a plein de trucs à voir. Uniquement en solitaire. Prenez les adaptateurs de tour. Ah oui, c'est vrai. Les les fameuses choses comme ça. Adaptateurs de tour. Alors, chaque joueur prend 2 pions tour. Ouais, ça change pas. Un pion attention, ok. On choisit sa figurine, l'équipement dans la planque, les munitions, ok. 2 boulons, d'accord. 2 boulons et une concentration. Oh putain, je m'en suis rappelé, concentration. Vérifiez votre conteneur d'artefacts sur votre carte armure. Insérez le pion conteneur d'artefacts correspondant sur votre PDA. Je ne sais pas ce que c'est ça, monsieur. Conteneur d'artefacts, ça me parle, c'était ces choses-là. Conteneur amélioré, conteneur avancé. On verra. Chaque joueur prend une carte référence, oui, pour l'ordre du tour. Ok, mise en place du jeu. Tous les paquets. On laisse de la place pour le plan de mission. Compartiment, les pions, les cartes, ok. Les cartes anomalies ennemies, etc., etc. Trouvez la mise en place de la mission que vous allez jouer. Ok. Le débrief. Après chaque mission, vous avez l'option de sauvegarder ou de continuer à jouer. Ah tiens, le temps de jeu, je n'ai pas fait gaffe. Ils ne l'ont pas évoqué là. Le temps de jeu indiqué, bon, on va encore être sur du 2h30, 3h, hein, je suppose, pour peu que ça se passe bien. Donc le débrief, un autre raid vient de s'achever. Si on veut continuer, si on veut sauvegarder, ok. On a un rangement à faire, logique. Donc ce sont les 2 intercalaires de notre classeur d'exploration. Très bien. La planque.
Au cours de la campagne, vous pourrez amasser des montagnes de coupons et d'équipements, soit en accomplissant des missions, soit en les pillant dans des planques secrètes, soit en les échangeant avec vos contacts. Tant que vous résolvez l'exploration de la zone, vous avez accès à toutes vos possessions. Une fois que vous êtes préparé pour la mission, toute pièce d'équipement que vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas emporter peut être mise en sécurité dans votre planque, où elle attendra bien sagement votre retour. Ah, faut que je fasse gaffe à ces paragraphes-là. Carte équipement spécifique à la mission. Certaines cartes ont une valeur en coupon de rien. Ces cartes ne peuvent pas être vendues ou défaussées à moins que le jeu ne vous indique explicitement de le faire. Elles représentent généralement des objets si particuliers ou si dangereux que même le plus cupide des receleurs ne s'y intéresse pas. Ok. Détecteurs et artefacts. Les artefacts sont les objets les plus précieux et plus puissants que vous pourrez trouver dans la zone. Pour les trouver au cœur des anomalies, vous aurez besoin d'au moins une carte accessoire d'armure détecteur dans votre équipe. Bien que la récupération d'artefacts ne fasse pas partie des objectifs de mission, le jeu en vaut généralement la chandelle. Ah d'accord. Donc ça n'est jamais un objectif de jeu que d'aller essayer de les choper. Mais par contre, ah ouais, au démarrage de la mission, il faut au moins investir 1000 dans un détecteur. On peut très bien se lancer dans la première mission de la campagne sans détecteur. Tout dépend après du nombre d'anomalies qui sont proposées sur le terrain. Mais bon, ce serait probablement fort ballot de ne pas en avoir un. Eh, mais ça veut dire que la moindre arme, il va falloir investir. Ah non, c'est pas possible, 25 000. À combien elle était? Ah, ok, le Viper, c'était à 1000 seulement. 300 canonciers, 1000 l'AKM 74U, l'AKM 74S 1800, 800 pour le TOS 34, fusil à verrou 1200. Ah oui, d'accord. Bah ça, ce serait le fusil de sniper pour le Milady. Et après, on a des tarifs qui sont plus ou moins élevés. Ah, dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais, alors sur le côté, on peut venir greffer des choses, hein. Il y en a quand même un bon petit paquet, hein. Alors, le choix des armes, ça va dépendre du nombre de coupons qu'on possède, mais aussi de notre façon dont on va vouloir jouer. Par contre, là, on n'a que des armes à distance, que ce soit en pistolet automatique, fusil mitrailleur, arme de poing. On n'a aucune arme de corps à corps. Tiens, c'est marrant ça. Donc, la seule option de corps à corps qu'on ait, c'est le poignard. Alors, pourquoi ils ont fait ça, ces petits fumiers de chez Awoken Realms? Bah, c'est pour nous inciter à faire du bruit, encore du bruit et toujours du bruit. Ah oui, bah bien sûr. Bon, on y reviendra sur les armes. Ah, ah, j'ai pas remis la sonnerie de mon téléphone. Il faut juste que je check parce que j'attends un M&M's. Bon, ça va. Ok, ok. Donc là, on a eu le détail de tous les éléments pour commencer à jouer. Bah vraiment pas compliqué, c'est bien foutu, hein. Traduction très bien. Alors par contre, maintenant, la mise en place de la mission dans le guide des missions. Qu'est-ce que j'ai fait de mon guide des missions? Zut. Zut. Bah pourtant, ah bah il est là.
pile sous mes yeux. Alors c'est quand même un jeu qui va prendre de la place, hein, c'est une évidence. Donc le guide d'émission, il est tête bêche parce que on a les scripts de l'autre côté. Toujours des visuels ultra immersifs. Ah ouais, ça, on démarre direct avec le sauvetage de Dali. Boudiou. Ok. Lors de chaque exploration de la zone, ah, je vois que le soleil, alléluia, se lève sur la zone. Enfin. Je sais pas vous, en termes de flotte, dans votre zone actuelle, mais moi, dans ma région de zone, je peux vous dire qu'on a été bien, bien servi. Ah, je suis propre, il n'y a pas de problème. J'ai du mal. Merci. Alors, lors de chaque exploration de la zone, vous choisissez la prochaine mission dans laquelle vous allez vous embarquer. Toutes les infos nécessaires se trouvent dans le guide de mission et sont séparées en 3 sections distinctes. On a le prologue. Alors, on a vu le prologue ici. Prologue, mise en place et épilogue. Ah oui, carrément, résumé de la mission. Ah oui, mise en place. Mise en place. Épilogue. Ok. Ah oui, c'est pas seulement sur une ou deux pages. On a de quoi faire. Ok. Alors, pour le prologue, vous lisez cette section quand vous choisissez une mission. Elle contient une histoire d'introduction qui présente la mission que vous allez éventuellement accomplir. Le prologue comporte des indices vous permettant de mieux vous préparer. Choisir une mission ne la déclenche pas immédiatement, mais vous ne pourrez pas en choisir une autre avant d'avoir fini celle-ci. Que vous la réussissiez ou non. Ouais. Une fois le prologue lu, vous reviendrez au classeur de campagne depuis lequel vous pourrez continuer votre exploration, rendre visite à divers marchands et rencontrer vos autres contacts. Oui, c'est ça. On peut lire le prologue, on va faire autre chose, on revient parce que nous sommes préparés pour lancer la mission. La section de mise en place. Ah, va falloir que je pense à ça. Alors pour la mise en place, section qui contient tous les renseignements requis pour préparer le plan. Les cartes, notamment événements, environnement, les pions, qui se trouvent dans la boîte de la mission. Les autres éléments de jeu sont issus de la boîte de base. Pour préparer le plan, suivez les instructions des 2 pages de la mise en place étape par étape. Ces 2 étapes ne font que détailler la mise en place du plan de mission. Toutes les règles relatives aux divers éléments se trouvent dans les règles page suivante. Voici un exemple de mise en place de la mission A1. Bon, c'est bien détaillé, on a à la fois le plan principal. Ah oui, j'étais en train de me dire, mais c'est où tous les numéros là? C'est repris là, on va y aller. Ah la vache, alors je comprends. Plan de mission. Exemple de plan de mission. Ok. Où est-ce que j'ai vu ça? Je crois bien que c'était... J'avais commencé à regarder une vidéo anglaise qui commençait à détailler le jeu et qui était doublée automatiquement. Et ça, c'est vachement bien. Depuis plusieurs mois maintenant, certaines chaînes activent leur doublage automatique en français. C'est bien foutu. Ça ouvre des horizons. Et alors, qu'est-ce qu'il disait, le gars? Par rapport au livre de règles, il évoquait le fait que, oui, ça pouvait faire peur parce qu'il y a 44 pages, mais qu'en fait, au fur et à mesure qu'on commence à lire,
Ça édulcore vraiment beaucoup, ce qui fait que les règles du jeu propre sur lesquelles on se concentre quand on fait le gameplay, elles sont pas si énormes que ça. Et ben, je vois qu'il avait raison dans son raisonnement, c'est cool. Parce qu'une fois qu'on a détaillé la mise en place, la façon de faire, pareil, quand on a en tête les différents éléments sur le terrain, c'est bien. Ok, donc tous les exemples de mise en place. Et puis, dernier élément sur le guide de mission, ce sera l'épilogue. Section qui continue la narration de l'histoire et décrit les événements qui découlent de la mission. Elle contient les récompenses obtenues en cas de succès, sous la forme de nouvelles pièces d'équipement, de coupons, des contacts ou autocollants, qui ajoutent des points d'intérêt au plan de la zone, permettant ainsi de déverrouiller de nouvelles missions. Alors, à ce stade, un élément important, qu'est-ce qui se passe si on échoue? Juste regarder rapidement survoler. Récompense de scénario. Si vous avez, mettez ensuite. Ah, là, on ne sait pas encore ce qui se passe si on échoue la mission. Alors moi, ce que je n'aime pas dans les jeux narratifs, c'est que on soit obligé de recommencer une mission quand elle est échouée. Dans un jeu comme ça, ce serait pas logique du tout parce que on se rend sur un endroit spécifique. Les ennemis sont pas teubés visiblement, hein, eux aussi sont vraiment aguerris. Bon, il n'y a rien pour l'instant qui nous a dit ce qu'il fallait faire hein, si on échouait. Ennemi non utilisé des boîtes de mission, c'est quoi ça? Lors de la mise en place de la mission, vous n'utiliserez pas la totalité des éléments contenus dans la boîte. Ah ouais? N'utilisez jamais un élément avant que le jeu ne vous demande de le faire. Si vous pensez avoir commis des erreurs de mise en place et que vous souhaitez réinitialiser la mission, vous trouverez le contenu détaillé de chaque boîte en pages 4 et 5 du livre de script. Livre de script, mais alors, j'avais trouvé ça ou pas? Ah ouais, c'était ça, archivage de la boîte de mission. Excellent! Ah la vache! Alors ça, c'est un élément, je pense à Maladoom. Dans les extensions Maladoom, il y a un paquet de boîtes d'extensions, il y en a 6 ou 7 ou 8, je ne sais plus. Ce qui manque, c'était un descriptif de toutes les cartes proposées, parce que quand on veut réinitialiser son jeu, par exemple dire, bon maintenant je vais plus jouer avec telle extension, je remets tout bien dans la boîte, je la ressortirai plus tard, on n'a pas ce genre de choses-là. Alors j'ai pensé à le faire, notamment la photo des planches de pions fournies dans les boîtes d'extension concernées, mais ça c'est vachement bien. En tant que concepteur de jeu à Woken, hein, il se pose là. Hein. Alors, nos exemples de plans là. Tuiles. Chaque plan composé de plusieurs tuiles. OK. Qui dépeignent le lieu où se déroule la mission. Assurez-vous de les orienter comme indiqué. Alors, on a les numéros hein, sur les tuiles qu'on peut retrouver facilement. Voilà, le numéro des tuiles requises vous aidera. Les cartes environnement. Ah oui, les fameuses cartes qu'on vient poser par-dessus. Dans chaque boîte de mission, vous trouvez un paquet environnement propre à la mission. Ne regardez pas ces cartes avant d'en avoir reçu l'instruction. Disposez-les toujours sur la face indiquée lors de la mise en place, sous peine de vous gâcher la surprise. Bah oui, certaines sont rectales, versales. Ah, on a 3 catégories de cartes environnement. Des notes. Alors, ces cartes sont placées à côté du plan et contiennent des objectifs de mission, nouvelles règles, diverses informations. Altération de plan, comme celle qu'on a fait ça. Ça, c'était une altération de plan. Placée directement sur le plan, modifiant sa topologie, permettant de nouvelles interactions. Toutes les cartes altération
contenant du texte sont orientés dans le même sens afin de faciliter leur positionnement. Et puis on a un paquet environnement. Les cartes qui n'ont pas été utilisées lors de la mise en place sont réunies en un paquet. OK. Lors de la mission, il vous sera demandé d'aller chercher certaines d'entre elles dans ce paquet. Ah ouais, alors ça rajoute du gameplay d'une mission à l'autre. Bah encore une fois, ça a l'air vachement rejouable, hein. Les anomalies en 3. Ici. 3A, 3B, 3C. Chacune des missions comporte au moins une anomalie. Ouais, donc autant avoir l'accessoire détecteur écho systématiquement. Alors on a les cartes anomalies qui contiennent les règles relatives aux effets disposées à côté du plateau. Les altérations à mettre lors de la mise en place. On fait gaffe à bien centrer à l'endroit indiqué. Et les silhouettes d'anomalies et les pions artefacts à positionner au centre. OK. Le point de départ des stalkers en 4. Ça, c'est la mission qui nous l'indique. Ah oui, alors, on avait bien ça pourtant. Point de départ A, point de départ B, point d'entrée, point de sortie. OK. Les ennemis, chaque mission contient au moins un ennemi qui sont définis par les éléments suivants. On a leur carte, disposée près du plan d'au moins un pion équipe, vert, rouge, jaune ou violet. Ouais. La carte ennemie qui contient leurs règles spécifiques, hein, ligne de vue, valeur de déplacement, attaque. Les ennemis de départ directement placés sur le plateau, avec leur silhouette. On pense à les orienter dans la bonne direction, indiquée par les schémas de mise en place. Oui, on voit l'orientation là, ouais, ok. Et la réserve d'ennemis, on sait c'est quoi ça, la réserve d'ennemis 5C. 5A, 5C ici. Ah, d'accord. Certains ennemis sont disposés à côté du plan et n'entrent en jeu que plus tard quand vous résolvez un pion inconnu en rouge. Ah la vache! Là, sur ce plan-là, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 pions inconnus. Donc les pions inconnus rouges ne seront que des ennemis potentiels, pas du tout d'éventuels contacts, compagnons, PNJ. Et alors comment ils apparaissent? Ah oui, c'est avec... je crois que c'était avec ça, non? Les cartes activation jaune ou activation rouge? Non? Aux abris, assaut, attaque, débordement. Ah non, c'était pas ça? Je croyais qu'on les résolvait comme ça. Ah non, ou c'était par le biais des événements. Bon, de toute façon, l'un ou l'autre, ce sera le jeu qui nous guidera. Pas tes problèmes. En 6, les pions butins. J'aime les pions butins. 6 ici. Alors là, on voit on en a 3 les uns sur les autres. Là, on en a 2. Des piles de matos qui n'attendent que d'être collectés. Il peut s'agir d'un objet, de boulons, d'un artefact isolé, soigneusement planqué, voire d'une arme. La plupart du temps, ces pions sont placés en piles dans une même case. C'est Noël. Les pions inconnus, qui représentent des renforts adverses, indiquent les cases d'où les ennemis peuvent surgir. Donc ouais, ils ont leur point de spawn. Et puis en 8, le paquet événement qui se charge de la narration de la mission. Dans chaque boîte de mission, vous trouverez des cartes événements spécifiques
qui vous permettront de créer le paquet de la mission. Ah oui, 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 oui. Alors, la boîte. Il ne faut pas confondre les cartes événements que l'on va avoir, événements de mission, où on peut en avoir quand même un petit paquet, avec les cartes événements aléatoires. Événements de mission. Ah oui, alors événements de mission, toi tu étais là, mais événements aléatoires qu'on va venir rajouter en plus au cours de la mission. Ok. Donc dans chaque boîte, on va trouver les cartes événements. Et en cours de mission, vous serez parfois amené à ajouter des événements aléatoires à ce paquet. Le paquet événement marque le passage du temps et indique la limite de round pour remplir la mission. Par conséquent, chaque événement aléatoire ajouté au paquet donne un round supplémentaire pour la terminer. Et c'est là mon interrogation qui était de se dire, j'espère que ça va être bien calibré pour ne pas être trop pris à la gorge et avancer, être obligé de bourriner, de prendre beaucoup trop de risques pour que ce soit pas plaisant pour moi. Mais encore une fois, attention, c'est bien que pour moi. Dans ces jeux-là, j'aime bien quand même qu'on ait une certaine latitude pour pas seulement avoir l'impression de subir, mais vraiment prendre plaisir à jouer tour après tour. Après, hein, encore une fois, une variante, ça peut être, si on nous dit de placer 4 cartes supplémentaires sur l'événement de mission, pourquoi pas venir en piocher un cinquième, avec le risque de venir prendre des événements aléatoires beaucoup plus méchants que ce que l'on aurait dû à subir. Mais ça peut être un élément de jeu, ouais. Un élément de variante à se créer, pourquoi pas. Ok. Bon, la mise en place, il n'y a rien de sorcier, hein. Une fois qu'on l'a fait une fois, c'est quand même assez soft à aller chercher. Ouais, c'est plaisant. C'est plaisant. Et puis alors, par rapport à ceux qui avaient peur de la longueur de la mise en place, bah honnêtement, je maintiens que ça va pas être beaucoup plus long qu'un Maladoum ou un Nova Etas ou un Frosthaven ou tous ces jeux-là, hein. Quand tout est bien compartimenté et puis qu'on l'a fait une fois, pof pof, on enchaîne. Ok. Alors là, il n'y avait pas de paragraphe comme ça. Non. Plan de mission. Alors, le plan de mission, là, on rentre vraiment dans le dur sur le terrain lui-même. On a combien de pages? Une, deux, trois, quatre. Ah bah oui, parce qu'on va avoir les bords, les tuiles, les bâtiments, les salles, les radiations, lignes de vue. Ok. Donc ça fait déjà 4 pages. Quelle heure il est? 10h15. Ouh, 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 ouh. Là, je pense qu'avec toute la lecture, la compréhension, l'application sur le terrain, j'en aurai pour plus d'1 heure. Donc non, je vais pas pouvoir enchaîner tout de suite. Ça fait Ah oui, ça fait déjà 1h50 quasiment. C'est pas mal. J'ai pas vu le temps passer. Alors c'est bien quand c'est comme ça parce que ça veut dire que j'ai le nez dans le truc. C'est suffisamment prenant pour moi pour l'immersion, donc c'est déjà gagné. Ouais, donc après on va s'intéresser au plan de mission. Les cartes environnement, ça va être un élément complet. Les pions sur le plan de mission, je pense que ça va prendre pas mal. Ah non, même pas. Et après, on va avoir un élément jouer la mission qui prendra pas mal de pages. Alors là, c'est un découpage que je fais pour me projeter sur le nombre éventuellement de vidéos à faire. Ah tiens, ce que je peux faire. Ce que je peux faire. Piou, 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 piou. Ça, c'est vraiment histoire de... C'est prendre ce petit truc-là.
Alors, prochaine vidéo, ce serait cool que je puisse enchaîner tout ça. Voilà, et puis on stoppera ici. Tac! Elle ne souffre pas, hein, elle a pas mal la page. Et après, on rentre vraiment dans le gameplay par rapport à la structure. Ah oui, 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 effectivement, la phase des joueurs. Excellent. Les radiations, tiens, on va enfin en savoir plus. Le détail du PDA et de l'équipement. 2, 4, 6, 8. Waouh! Sac à dos. Les armes, les accessoires. Attaque des stalkers. Bon, généralement, ce sont des gros morceaux hein, quand on atteint tout ce qui est lié au combat pur. Donc, ah bah tiens, en fonction du temps que je pourrais y consacrer, la prochaine fois, on s'arrêtera peut-être ici, au sac à dos. Puis après, les armes, hop, on décale. Les armes, ça va être lié à l'attaque. Excellent. Les blessures, les pions statues. Et puis, face des ennemis. Attaque des ennemis. Waouh, gros morceau. Exposition aux radiations. C'est encore un autre élément. Moi, je m'amuse à faire ça. Ça me, ça m'éclate. Pour vous, c'est peut-être pas forcément digeste. Bah, il n'y a que les courageux hein, qui arriveront à suivre ma lecture et découverte. Ok, les expositions rad. Les anomalies. Ah oui, ça va être un big morceau aussi, ça. Récupérer un artefact. Après, on passera aux variantes mode stalker solitaire. 2, 4, 6. Territoire perdu. Ah, cool. On finira avec ça. Eh ben, ok, je prends. On finira soft. Je pensais. Oups. Je sais pas pourquoi. Je pensais que le jeu était très touffu, mais qu'il n'y avait pas autant d'éléments de jeu. J'ai bugué là-dessus. Donc, ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5. 5 vidéos à venir pour aller à la fin de notre livre de règles. Ok. Et puis être tranquille pour savoir jouer sur les bases. Mais là où c'est fort dans Stalker, c'est qu'on a aussi un mode de jeu survie dans la zone, avec ses propres règles qui viennent se rajouter, se greffer aux éléments de base. Donc je verrai comment je procède par rapport à ça. Là, la priorité, ça va être de lire. Bah, je suis en train de conclure là, donc je vous retrouve là. Qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent? C'est pas gagné. Oui, là, le plus important pour moi, c'est d'en finir avec le bouquin de base pour pouvoir, sur les semaines futures, bah, préparer mon mémo, faire la peinture, faire le déballage des extensions à venir aussi. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je récupère les 3 ou 4 extensions que Awoken propose en français. D'ailleurs, je crois qu'elles sortent aujourd'hui puisque nous sommes vendredi 6, aujourd'hui ou demain en magasin. Donc c'est commandable. Une fois que j'aurai toutes les bases du jeu, eh ben, je fais, oui, comme je vous disais, la peinture, la préparation classique. Donc, bah, sachez que Stalker, je ne vais pas y jouer dans la foulée, mais ça ne change pas dans mes habitudes de préparation de jeu. Surtout quand on a du gros comme ça. Ok, ben en tout cas, c'est vachement bien. C'est vraiment, vraiment vachement bien. J'ai bien peur de passer pour un fan d'Awoken Realms. On verra après par rapport au gameplay. Alors un fan, oui, je redis quand même que par rapport à Nemesis Lockdown, ça ne fait pas partie des jeux qui sont durs et qui sont jouables pour moi en solo. C'est trop matraqueur. J'ai besoin de partager des jeux qui sont durs avec d'autres personnes en gameplay. Sinon, je subis trop. Dans Stalker, j'espère que ça ne sera pas le cas. Mais non, ce ne sera pas le cas.
Allez, je vous laisse ici. Je vous remercie de vos soutiens, vos commentaires, vos suivis, vos partages éventuels, etc., etc. Et puis, bah, à très vite pour le détail de nos plans de mission. Salut, salut.